à tous, à tous ceux qui sont en train d'arriver. Bonjour Mathieu. Euh, Est-ce que tu pourrais passer la slide numéro 2, s'il te plaît, pour que Ouais. je puisse commencer à présenter les principes de cette conférence? Merci. Et puis on commencera dans une minute ou deux, le temps que tout le monde nous rejoigne. Donc bonjour ou rebonjour pour ceux qui nous rejoignent. Cette conférence va durer 1 heure, questions comprises. Donc, vous allez avoir une présentation sur le cursus d'ingénieur agronome avec AgroSup, présentation de la formation, des voies d'accès. Pour l'instant, on va donner la parole à nos deux intervenants qui vont faire la présentation. Nous sommes deux modérateurs qui pouvons regarder le chat. Donc, normalement, vous ne pouvez pas poser des questions à l'oral, mais vous pouvez utiliser l'onglet Conversation pour poser vos questions. Dans l'idéal, essayez de les poser à la fin de la présentation pour qu'on puisse facilement les lister. Et si vous avez des questions qui vous intéressent particulièrement, on vous invite à liker les questions pour essayer de les faire remonter et qu'on voit lesquelles prendre en priorité. La conférence est enregistrée, elle sera disponible sur nos réseaux sociaux et sur la page YouTube dans quelques jours pour ceux qui ne peuvent pas la suivre en entier ou qui voudraient la revoir. Il est désormais 10 heures, donc Mathieu, si tu veux commencer, tu peux y aller. Merci Amandine. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, on va faire cette présentation des cursus ingénieurs d'agronome de VET AgroSup à deux voix, avec Sandrine Vidal-Diallo et moi-même Mathieu Capitaine, en charge de l'organisation de ces formations à la direction des études et de la vie étudiante du campus agronomique de VET AgroSup. Donc n'hésitez pas à les écrire dès qu'elles vous viennent par rapport au sujet qu'on évoque, et puis du coup on va rythmer un peu la présentation par différentes phases de questions. Donc pour commencer, puisque on n'a pas de conférence en tant que telle relatif à l'établissement, on commence juste par une toute petite intro sur ce que c'est que VET AgroSup. On verra ensuite plutôt ce que c'est qu'un ingénieur agronome. On regardera après les deux voies de formation principales que l'on propose. Et puis on reviendra sur un peu les intérêts, les petits plus, les bons côtés de la vie étudiante et de la formation à VET AgroSup. Donc VET AgroSup est un établissement unique qui a la particularité d'avoir deux campus sur deux zones géographiques différentes, puisque un campus agronomique, qui est celui qui nous concerne sur Landes à proximité de Clermont, et un campus vétérinaire à Marcy-l'Étoile du côté de Lyon. Et trois cursus, un cursus de docteur vétérinaire donc sur le campus vétérinaire de Lyon, un cursus spécifique autour de inspecteur de santé publique vétérinaire qui est une formation dont seul VET AgroSup délivre cette formation au titre de l'État et qui forme un corps particulier de la fonction publique qui sont les inspecteurs de santé publique vétérinaire, et puis une formation d'ingénieur agronome. On propose aussi d'autres types de formations, que sont des masters co-accrédités ou des bachelors ou des licences pro. Vous avez pu en avoir une présentation où vous trouverez trace de ces formations sur notre site internet. VET AgroSup, comme tout établissement d'enseignement supérieur, est un établissement qui a une activité de recherche, puisqu'une bonne partie des enseignants qui interviennent dans les formations sont des enseignants-chercheurs, et puis qui développent un certain nombre de domaines politiques où on appuie professionnels sur un certain nombre de thématiques spécifiques à notre établissement, rassemblant une valence vétérinaire et une valence agronomique. L'ingénieur agronome de VET AgroSup, mais comme tout ingénieur agronome, en fait, c'est derrière une diversité de métiers. Je vais commencer par quelques exemples. Par exemple, se développent de plus en plus des projets alimentaires territoriaux. Et donc là, on est sur des types de métiers où l'ingénieur est un peu un chef d'orchestre d'un certain nombre de dimensions et où il doit mobiliser, croiser
des dimensions qui sont des dimensions biologiques autour de la production, autour des questions d'environnement, autour des questions de nutrition et de santé, mais aussi en lien avec de l'économie, avec une réflexion sur le foncier, par exemple, et donc qui va toucher à l'aménagement et à l'urbanisme pour pouvoir garder des productions agricoles ou garder des espaces dans lesquels on va pouvoir produire de l'alimentation, des espaces, réfléchir des espaces dans lesquels on va pouvoir consommer de l'alimentation. L'alimentation, ça renvoie aussi à une dimension culturelle et gastronomique. Et donc, on est plutôt sur un chef d'orchestre qui doit mettre autour de la table un certain nombre de secteurs qui n'ont pas l'habitude de se parler. Il doit avoir des connaissances dans ces différents secteurs et puis réussir à donner vie, à donner corps à ce dispositif territorial. Et donc, c'est une façon aussi très importante d'interroger les liens ville-campagne dans un territoire. Un autre exemple, si la diapo veut bien passer, voilà, c'est là dans des, chez des opérateurs ou des producteurs dans une dimension plus agricole. Par exemple, ici, un groupe coopératif sucrier où ils ont des ingénieurs qui sont référents techniques de compensation écologique. C'est de se dire que pour produire de la betterave à sucre aujourd'hui, on continue à avoir par ces coopératives, donc en lien avec les agriculteurs, quelle logique de compensation on pourrait mettre en place pour garantir des habitats aux pollinisateurs et pouvoir garder un certain nombre de services, notamment de services de pollinisation, en réfléchissant du coup l'organisation du territoire pour avoir des zones sur lesquelles on va favoriser la production avec recours de produits phytosanitaires et des zones à proximité qui vont permettre de s'inscrire dans une logique de compensation. Tout autre domaine, une start-up où là on développe des applications sur smartphone pour pouvoir flasher et avoir des informations sur les aliments qu'on peut trouver dans les commerces. Et donc on est autour de comment on renseigne le consommateur sur les liens entre alimentation et santé. Et on a des étudiants, des anciens étudiants, des diplômés qui sont responsables scientifiques et donc qui vont construire l'argumentaire, qui vont construire les outils d'évaluation, qui vont permettre de donner de l'information aux consommateurs sur les aliments auxquels ils peuvent avoir accès. Donc ça, c'est trois exemples récents plutôt en lien avec l'activité. De façon plus générale, la commission des titres d'ingénieurs, qui donc labellise nos formations et labellise la formation d'ingénieur agronome de VET-AgroSup, définit le métier de l'ingénieur comme un métier où on va poser des questions, étudier, résoudre de manière performante et innovante des problèmes, souvent complexes, au sein d'une organisation, qui vont toucher aux vivants, mais pas forcément. Et puis aujourd'hui, une dimension très importante et qui fait partie de la définition de l'ingénieur, des métiers de l'ingénieur, c'est prendre en compte les préoccupations de protection des humains, de la vie, de l'environnement et plus généralement du bien-être collectif. Donc ça, c'est pour la définition donnée par la CTI. Nous, avec AgroSup, on est plutôt dans une logique, où on va chercher à dire que l'ingénieur agronome de VET-AgroSup et construire notre formation opérationnelle, c'est une confrontation et c'est une mobilisation et c'est la capacité à intégrer un certain nombre de méthodes et d'outils. La polyvalence, c'est traiter un certain nombre de domaines. On est dans une formation, on le reverra tout à l'heure, des sciences du vivant, mais on va aussi aborder un certain nombre d'autres disciplines qui sont nécessaires pour pouvoir avoir des approches globales, des approches systémiques des questions posées. Et puis la connaissance des réalités du monde professionnel, c'est une confrontation au terrain, c'est beaucoup de stages ou des périodes d'alternance qui permettent d'avoir une connaissance plutôt fine du monde professionnel dans lequel l'ingénieur agronome interviendra par la suite. Et donc on est plutôt dans des interventions de ce fait dans des domaines de la production animale, de la production végétale, de l'alimentation, de l'environnement ou du développement territorial. En termes d'emploi, une petite image sur. Alors là, on est plutôt sur des emplois en sortie d'école. Donc, une fois diplômé, peu de temps après l'obtention du diplôme. Et donc, vous voyez qu'on va du conseil à de l'étude, à de l'expérimentation, recherche-développement, de la production, de la logistique, des expertises, tout ce qui est démarche qualité, du commerce, de la production agricole, et puis un certain nombre de postes, alors là, qui sont peu nombreux en sortie d'école, mais qui vont augmenter par la suite de postes de direction d'entreprise
ou de gérance de société. Finalement, pour atteindre tout ça, on a organisé notre cursus autour d'un certain nombre de compétences. Alors là, c'est pas toutes les compétences, hein, puisque les compétences visées et auxquelles la formation va chercher que la formation va chercher à développer chez chacun des apprenants, il y a une dizaine de compétences. Là, elles sont regroupées en quatre thématiques, hein. Une compétence au cœur de la formation alimentaire et des territoires. Comment on accompagne le changement, comment on répond aux questions dans des systèmes complexes, dans des systèmes dans lesquels on a de l'aléa. Une compétence autour de l'analyse de situation, de l'analyse de projet, d'organisation. Et donc là, c'est une capacité de diagnostic, une capacité d'analyse, de compréhension d'un certain nombre de situations pour pouvoir ensuite passer à l'action, donc générer des modèles pour l'action. On cherche à avoir, et on reverra tout à l'heure, une formation qui est une formation qui apporte un certain nombre de connaissances, mais qui sont des connaissances qui sont situées et qui sont orientées pour l'action. Et donc, on est vraiment dans une formation qui est finalisée pour donner la capacité aux ingénieurs de pouvoir, et c'est notre troisième compétence, ou troisième ensemble de compétences, de pouvoir concevoir, mettre en œuvre, évaluer les projets, piloter des organisations en tant que cadre, hein, comme tout ingénieur. Et puis, bien évidemment, notre formation est une formation scientifique, et donc un travail important autour de la maîtrise de la compétence de conduite de démarche scientifique adaptée aux questions, aux situations sur lesquelles on travaille. En termes d'insertion professionnelle, on est globalement sur une formation avec un très bon taux d'accès à l'emploi, et donc taux net d'emploi autour des 95%, avec et donc une insertion professionnelle très importante, et pour la plupart un accès au premier emploi dans le moins de 2 mois après l'obtention du diplôme. Donc des salaires qui, alors là, cette année-là, elle est un peu exceptionnelle puisqu'on a des salaires pour les femmes qui sont supérieurs aux salaires pour les hommes, mais malheureusement, c'est pas le cas, hein. Comme dans tous les secteurs, on est plutôt sur un déséquilibre en ce sens-là. Et puis des diplômés vont majoritairement chercher des emplois et s'installer en province, quelques-uns en Île-de-France et quelques-uns à l'international. Donc si, Amandine, il y a déjà quelques questions sur ces premiers aspects autour des métiers de l'ingénieur agronome, et ben donc on peut y répondre, et sinon j'enchaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Là, pour l'instant, j'en vois pas. C'est tout bon pour tout le monde? Je pense Eh que ben j'enchaîne. tu peux enchaîner. Alors, le contenu de la formation. Le contenu de la formation, c'est une formation scientifique, hein. Je vous l'ai dit, plutôt finalisée, orientée vers l'action, et donc un certain nombre de méthodes et d'outils de l'ingénieur, donc autour de la gestion de projet, de la modélisation, des stats, de la cartographie. On est une formation en sciences du vivant, mais en sciences du vivant finalisée ou appliquée à des domaines qui sont propres à la formation d'ingénieur agronome. Donc bien évidemment les systèmes de production agricole, autour des plantes cultivées, autour des animaux d'élevage, mais pas que, autour aussi de l'humain et de l'alimentation. Et donc des liens avec la nutrition et des apports autour de la question de la nutrition, des apports en termes de microbiologie, tout ce qui est procédé de transformation et donc technologie alimentaire. Et puis tout ça s'insère dans un environnement beaucoup plus large. Et donc c'est une connaissance des organisations, des institutions, des politiques publiques. C'est des compétences et des connaissances en économie, en gestion d'entreprise. C'est tout un travail aussi sur ce que c'est qu'être ingénieur. Ingénieur, c'est la gestion de projet, c'est du travail de groupe, c'est d'être cadre, et donc c'est de la prise de décision. Une partie des emplois vont se faire ou se feront à un moment de la carrière des diplômés. Et puis derrière de l'entreprise, on a aussi des fonctions à assurer en termes de marketing, en termes de logistique, etc.
et des approches en termes de filière, de chaîne de valeur autour des produits, d'avoir la capacité de développer des connaissances sur les systèmes de production, sur les procédés, la technologie alimentaire ou les technologies de transformation de façon plus large, de pouvoir reposer ça dans un contexte en termes de politique territoriale, en termes d'économie, de sciences de gestion, de management. Et ben, ça nous permet d'avoir une approche en termes de filière pour un certain nombre de produits, en tout cas pour être capable de s'insérer, de réfléchir et d'avoir une vision à l'échelle des filières pour les différents ingénieurs. Et donc ça, c'est un certain nombre de bases qu'on va retrouver dans l'ensemble de nos cursus en termes de thématiques d'enseignement. Notre diplôme, on peut l'obtenir avec deux cursus, un cursus par la voie étudiante et un cursus par la voie de l'apprentissage. Donc je vais commencer par présenter la voie étudiante, on fera une petite pause de questions à ce moment-là, et puis ensuite Sandrine prendra le relais pour présenter la formation par la voie de l'apprentissage. L'organisation de la formation, donc c'est une organisation en 3 années, puisqu'on rentre normalement à Bac+2 ou Bac+3 suivant les concours, on y reviendra tout à l'heure. On a une première année qui est une première année de socle commun où on apporte un certain nombre de bases scientifiques et techniques qui sont indispensables. Vous voyez qu'on parle d'alimentation, qu'on parle de production agricole. Là, c'est comment on mobilise les connaissances en chimie, en physique, en biologie que vous avez pu acquérir avant dans des domaines spécifiques. Mais c'est aussi, je l'ai dit, autre que les sciences du vivant. Acquérir un certain nombre de connaissances en sciences de gestion, en sciences politiques, en sciences économiques, etc. Cette première année, c'est dès le début une année forte de confrontation au monde professionnel, c'est ce que j'exposais tout à l'heure au début, et donc ça se traduit par 10 semaines de pratique au travers de stages pour les étudiants. La deuxième année, c'est une deuxième année dans laquelle on va avoir une ouverture à l'international, donc j'y reviendrai tout à l'heure, un semestre de mobilité, et qui sera ce qu'on appelle le semestre 7, donc le premier semestre de la deuxième année, et puis un semestre 8, donc le deuxième semestre de la deuxième année, où on a encore du socle commun, mais une forte augmentation de l'individualisation de la formation. Ça veut dire quoi ça, l'individualisation de la formation? C'est finalement des modules au choix, et chaque étudiant va choisir les modules qu'il a envie de suivre dans la logique de son projet professionnel. Et puis la troisième année, c'est une année d'orientation professionnelle sur laquelle on offre la possibilité pour les étudiants de suivre cette troisième année en alternance, alors que pour les étudiants, c'est pas possible sur la première et la deuxième année. Et donc un semestre 9 qui est un semestre de formation plutôt en petits groupes autour de thématiques particulières, et puis le semestre 10 qui correspond au stage de fin d'études. Et donc là, c'est une confrontation pleine et entière dans le monde professionnel avec une mission à réaliser pendant 6 mois, et tout ça étant sanctionné par un mémoire à rédiger et une soutenance à réaliser à la fin de ce stage de 6 mois. Et donc finalement une formation sur laquelle on va avoir une augmentation de la professionnalisation au fur et à mesure de la formation, avec de plus en plus de gestion de projet au fur et à mesure où on avance par petits groupes avec des commanditaires. On a les semaines de stage qui sont importantes, et puis la deuxième année qui est une année d'ouverture avec une ouverture à l'international. Choisir et de se construire en tant qu'étudiant son parcours de formation en choisissant un certain nombre de modules. Mathieu, je me permets d'intervenir Oui, là-dessus. Ça a vas-y. coupé quand tu parlais de l'international. Donc, comme c'est une partie qui me semble importante, si tu peux la reprendre, puisque je pense que tout le monde a loupé l'explication. Ben, j'y reviendrai tout à l'heure puisqu'on a des diapos spécifiques sur l'international. Très bien. Donc j'espère que ça coupera pas à ce moment-là, parce que c'est effectivement important. Ce que j'allais dire aussi, c'est que je l'ai pas mis sur la diapo, on a aussi pour les étudiants des dispositifs particuliers, la possibilité si vous êtes sportif de bon ou de haut niveau, d'avoir des aménagements de formation dans ce cadre-là.
la possibilité de suivre la formation avec ou de décrocher dans le cadre de la formation le statut national d'étudiant entrepreneur et donc là aussi de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'aménagements dans le cadre de la formation. Donc un certain nombre de dispositifs de ce type-là qui sont accessibles dans notre formation. Je disais en troisième année une professionnalisation plus forte et donc on propose, là ce sera à court terme, 10 orientations professionnelles, c'est des choses en 3 ans, on est en plus en train de repenser la formation donc qui pourront évoluer ou qui pourront avoir des noms différents, c'est ce qu'on appelle pour la première colonne des options, des formations qui sont proposées à l'école et qui peuvent être suivies par les étudiants dans le cadre de leur semestre 9. Et donc aujourd'hui, on propose, et vous aurez cet après-midi tout un tas de présentations vous permettant de rentrer un peu plus dans le détail, une option autour de la question de l'élevage, une option autour de l'agronomie des productions végétales, une option environnement, santé, territoire, une option en termes de développement territorial, et puis sciences agroalimentaires pour l'innovation. On a à côté de ça la possibilité d'accéder à un certain nombre de formations qui sont des masters co-accrédités qu'on conduit avec des universités et pour certains des masters internationaux, donc avec des enseignements en anglais, l'un plutôt dans le domaine du végétal, l'autre dans le domaine de l'animal et des masters qui sont conduits là plutôt en lien avec le campus vétérinaire et des universités de Lyon, un master en sciences politiques et autour des questions de santé publique et puis un master sur le One Health autour de la question de la santé des populations et des liens en termes de santé globale sur tout ce qui est lien entre maladie animale, fonctionnement de l'environnement et impact ou réflexion sur la santé humaine. L'ouverture à l'international, du coup, j'y reviens. L'ouverture à l'international, c'est quelque chose qui est fondateur et qui est obligatoire dans les formations d'ingénieurs et qui, avec AgroSup, va prendre une forme particulière puisque chaque étudiant a une mobilité obligatoire à faire sous forme de semestre académique à l'étranger en début de deuxième année. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, sans doute quand ça a coupé, c'est l'obligation pour chaque étudiant finalement d'aller suivre une formation de son choix dans un pays de son choix, dans une université. Alors quand je dis de son choix, c'est dans un cadre, puisque ça rentre dans des partenariats que l'école peut offrir avec des universités. Mais du coup, chaque étudiant va pouvoir regarder quels sont nos différents partenariats, quelles sont les formations qui sont proposées et aller suivre ces formations à l'étranger en début de deuxième année. Alors, c'est pas que des vacances, c'est pas que partir à l'étranger, puisque les étudiants auront et de valider ce semestre académique à l'étranger et de ramener ce qu'on appelle des crédits CTS, ce qui est de l'Europe. Nos partenariats aujourd'hui à l'étranger, ils sont en Europe, ils sont en Asie, ils sont en Amérique du Sud, majoritairement pour nos partenariats principaux. Comme dans toute formation d'ingénieur, il y a un niveau minimal qui est attendu en anglais. Donc c'est le niveau B2 en anglais et donc pour ça on est centre d'examen. Et ce qu'on a choisi comme examen, c'est le TOEIC. Et donc, on propose des TOEIC à l'école et l'école prend en charge financièrement pour chacun des étudiants un certain nombre de TOEIC. Mais pour pouvoir être diplômé, il y a obligation de valider un niveau B2 en anglais. Et puis, avec AgroSup, on propose la possibilité soit de poursuivre, soit de commencer une deuxième langue, notamment en lien avec la mobilité académique. Et donc, on propose en deuxième langue de l'espagnol, de l'italien, de l'allemand et du portugais. Et pour finir sur ces aspects internationaux, c'est la possibilité d'avoir des doubles diplômes. Donc des doubles diplômes, c'est-à-dire que vous faites une partie de votre formation avec AgroSup, une partie dans une université partenaire, et vous obtenez à la fin le diplôme des deux universités, ou le diplôme de VetAgroSup et de l'université. Et donc des doubles diplômes en Argentine, au Brésil, au Chili et en Italie. Et puis aussi des doubles diplômes, donc là plutôt avec des masters, avec l'Université Clermont-Auvergne et l'Université de Lyon. Et puis aussi un double diplôme spécifique avec l'école de commerce de Clermont-Ferrand. Si vous avez des questions sur cette première phase autour du cursus étudiant, et puis après on passera au cursus par la voie de l'apprentissage.
Là, du coup, il y a des questions pour le coup. Alors, première question, j'ai des spécialités maths, physique, SVT. Laquelle faut-il lâcher en premier pour s'orienter au mieux quand on est en terminale? Alors, quand on est en terminale, ce qui est plutôt... Après, c'est la question des concours. Biologie, il n'y a pas de doute. Ensuite, c'est soit physique-chimie et maths complémentaires, soit garder maths physique. Voilà, il n'y a pas de. Après, ça va dépendre beaucoup On y reviendra tout à l'heure, hein, mais si vous choisissez de suivre après le bac une classe préparatoire, bah là, ça va dépendre aussi des exigences de la classe prépa que vous visez, quel type de mention il préfère avoir. Mais nous, dans ces trois mentions, tant que vous avez gardé la biologie, tout nous va. Deuxième question, est-ce qu'on peut prétendre à un cursus centré sur l'élevage quand on a suivi précédemment une formation qui n'est pas spécifique à l'élevage, par exemple un BTSA anabiotech? Il n'y a aucun souci. Vous construisez votre projet quand vous arrivez à l'école de formation en fonction de votre projet professionnel. Vous pouvez jouer sur la complémentarité de votre formation post-bac, donc de votre formation avant d'entrer à l'école et après de construire votre parcours à l'école. Une fois que vous êtes à l'école, on ne va pas regarder quelle formation vous avez suivie avant et vous orienter en fonction de ça. Tous les étudiants sont gérés de la même façon une fois rentrés en première année à l'école. Troisième question et pour l'instant la dernière, quelles sont les places pour un BTS PA? Alors les places, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça renvoie peut-être aux voies d'accès au concours qu'on Oui, je traitera tout à l'heure. pense. Mais en fait, on n'a pas de place spécifique par BTS. On a un concours pour les BTS avec un nombre de places ouvertes pour les BTS. Sachant que les BTS, avec un BTS, vous pouvez accéder à notre formation par plusieurs voies différentes. Donc je rentrerai dans le détail un peu plus tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces aspects-là? Je n'en vois pas. Du coup, si personne n'a d'autres questions, et puis s'il y en a d'autres qui vous viennent, vous pourrez toujours les poser à la fin. Je vous propose d'enchaîner avec la voie apprentissage avec Sandrine. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Donc Sandrine Vidal-Diallo, je travaille aussi à la direction de l'enseignement et de la vie étudiante et je m'occupe plus particulièrement des dispositifs d'alternance et notamment de la formation ingénieur par la voie de l'apprentissage. Donc, qu'est-ce que c'est que la formation ingénieur par la voie de l'apprentissage? C'est une formation d'ingénieur. Donc, vous suivez la formation d'ingénieur, mais la particularité, c'est que vous allez la suivre pendant 3 ans en alternant des périodes à l'école et des périodes en entreprise, en structure professionnelle. Donc, la condition pour pouvoir suivre cette voie de formation, c'est d'avoir signé un contrat d'apprentissage pour 3 ans avec une structure professionnelle au début de la formation. Donc, la formation par la voie de l'apprentissage permet d'obtenir le même diplôme que par la voie étudiante. Il y a d'ailleurs aucune indication du type de voie que vous avez suivi pour cette formation sur le diplôme. Il n'y a pas de mention particulière. C'est le même diplôme, c'est les mêmes compétences à atteindre à la fin de la formation. C'est juste la façon de les acquérir qui vont changer puisque on fait appel pour ça aux entreprises. Donc, sur les 3 ans, vous aurez un total de 62 semaines à l'école, 91 semaines en structure professionnelle. Donc, on a bien de l'alternance sur la totalité des 3 années. Hein, ça commence dès la première année. On a un déroulement de formation avec, comme on a pu le présenter tout à l'heure, sur la première année, un socle commun à l'ensemble des projets professionnels, des projets d'apprentissage, donc l'acquisition de bases de connaissances, de méthodes propres à tout ingénieur diplômé de l'école.
Sur la deuxième année, on approfondit plutôt les questions autour de la connaissance de l'entreprise, du monde professionnel. On commence à faire des choix de parcours, de la même façon que pour les étudiants, comme vous l'a présenté Mathieu tout à l'heure. On a sur la deuxième année de l'individualisation de formation et des choix à faire en fonction de vos projets professionnels et projets de formation, projets d'apprentissage. Sur cette deuxième année, c'est aussi l'occasion et le moment de réaliser votre mobilité internationale. La mobilité internationale, elle est obligatoire pour l'ensemble des ingénieurs en formation. Pour les étudiants, on a vu que c'était un semestre entier à l'international. Pour les apprentis, on a une obligation de 3 mois de mobilité internationale à réaliser, mais j'y reviendrai un petit peu plus précisément tout à l'heure. Et la dernière année, c'est là aussi pour les apprentis un approfondissement du domaine de spécialité et donc des choix à faire parmi nos orientations et nos options de dernière année. On peut peut-être passer. Je pense que j'ai pas la main pour. Non. Du coup, voilà, c'est ce que je reprécisais pour les apprentis. Vous avez la totalité des orientations des 7 orientations professionnelles qui sont proposées aux apprentis. Donc, bien évidemment, en fonction de leur projet d'apprentissage, des missions qu'ils réalisent en entreprise et des secteurs professionnels dans lesquels ils travaillent. On peut passer, je ne vais pas m'arrêter trop longtemps sur les orientations. Donc, la période à l'international, c'est ce que je vous expliquais. Pour les apprentis, c'est 3 mois minimum dans une entreprise à l'étranger. Donc là, on n'est vraiment pas sur de la mobilité académique. On ne va pas suivre des cours dans une université à l'étranger. On est inséré dans une entreprise pour réaliser des missions en entreprise. L'objectif, bien évidemment, c'est dans un premier temps la pratique de l'anglais professionnel. Et puis, il faut que les missions réalisées à l'étranger soient en accord aussi avec les missions de l'entreprise en France. De la même façon, le niveau attendu pour les apprentis est le même que pour les étudiants, c'est-à-dire que on attend un niveau B2 en fin de formation pour les apprentis, et on a aussi comme présenté précédemment, 2 passages du TOEIC qui sont pris en charge par l'école, avec aussi une organisation régulière de tests TOEIC à l'école. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être apprenti ? On a vu quel impact ça pouvait avoir sur la formation, mais qu'est-ce que c'est réellement d'être apprenti ? Un apprenti, c'est un salarié. C'est un salarié d'une entreprise. On n'est plus du tout sur le statut étudiant que vous connaissez ou que vous connaîtrez sur les 2 ou 3 premières années de votre formation. On change de statut, on devient salarié de l'entreprise avec laquelle on a signé un contrat d'apprentissage qui est un contrat de travail. Qu'est-ce que ça veut dire être salarié ? Ça veut dire que l'entreprise vous rémunère tous les mois comme tout salarié. Donc, la rémunération d'un apprenti, c'est un pourcentage du SMIC, c'est pas des grosses rémunérations, mais c'est une rémunération qui sera régulière sur les 3 années, que vous soyez à l'école ou en entreprise. Autre particularité, c'est que on oublie les vacances scolaires. On parle, comme pour tout salarié, on a 5 semaines de congés par an à poser sur les temps en entreprise. Être salarié et être apprenti pour suivre la formation d'ingénieur, c'est aussi quasi l'obligation d'avoir, ou en tout cas la nécessité le plus souvent d'avoir un double logement, c'est-à-dire un logement à la fois pour suivre les cours à l'école à Londres, à VET-AGROSUP, et repartir lors des périodes en entreprise, dans votre entreprise, et donc avoir pour beaucoup un autre logement proche de l'entreprise. Ça fait aussi de nombreux déplacements, puisque à chaque période, il faut faire les déplacements entre l'école et l'entreprise. En revanche,
l'alternance, puisqu'on est 3 ans en alternance école-entreprise, cette alternance, elle permet vraiment les liens directs avec le monde professionnel. Nos apprentis en entreprise, il leur est vraiment proposé des missions avec des enjeux relativement importants. Vous touchez vraiment du doigt ce que peut être et ce que pourra être votre activité professionnelle par la suite. Et c'est une entrée en fait un peu progressive et en douceur dans le monde professionnel, puisque vous êtes salarié, mais vous êtes quand même salarié en formation. Bien évidemment, c'est aussi l'ouverture à l'international avec la période à l'étranger. C'est pas parce qu'on est apprenti qu'on n'a pas l'obligation et l'intérêt à partir à l'international. C'est l'individualisation du parcours. Vous avez aussi des choix de parcours et des choix de modules à faire selon votre projet d'apprentissage. Vous construisez votre formation en fonction de votre projet d'apprentissage. Vous êtes salarié en formation, c'est-à-dire que vous avez des tuteurs qui vous accompagnent sur les 3 années de votre apprentissage. C'est le double tutorat avec un tuteur enseignant à l'école, mais aussi un maître d'apprentissage en entreprise. Et puis, être apprenti pendant 3 ans, c'est une réelle expérience professionnelle. Vous ressortez, si le diplôme ne fait pas mention de votre apprentissage, en tout cas dans votre CV, vous pourrez valoriser 3 années d'expérience professionnelle dans une entreprise. Ce qui est plutôt facilitant pour l'insertion à l'issue de la formation. Il y a des questions. Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Les apprentis versus étudiants entrent en entreprise après quel type de diplôme? BTS, bac, pro? Et quel type d'entreprise sont concernés, par exemple? Si tu peux reclarifier peut-être. Oui. Alors, du coup, effectivement, j'en ai pas du tout parlé parce que ça va faire l'objet d'une présentation plus globale sur la façon d'intégrer le cursus ingénieur à la fois par la voie étudiante et par la voie apprentissage. En revanche, on est bien sur un diplôme d'ingénieur. Ça veut dire que on rentre sur notre formation d'ingénieur après un bac+2 et un bac+3. C'est-à-dire que c'est soit après un BTS, soit après une licence pro, soit après un BUT. Mais c'est pas directement une formation post-bac. Donc après, vous suivez votre BTS ou votre BUT comme vous l'entendez, que ça peut être par la voie étudiante, mais ça peut être aussi par la voie de l'apprentissage. Mais là, moi, je parle uniquement des 3 années de la formation ingénieur. Sur les types d'entreprises qui sont concernées par l'apprentissage, j'en parle juste après, mais c'est tout type de structure. Il n'y a pas d'exigence particulière sur le type d'entreprise qui peut prendre des apprentis ingénieurs. Alors là, on a encore une autre question, mais j'y reviendrai après. Est-ce qu'après une licence, la formation se fait quand même en 3 ans? Oui. Ça fait là aussi partie des points sur comment on rentre à VetaGrosSup et quel est le parcours à l'issue des différents concours. On le développera tout à l'heure, mais oui, effectivement, après une licence, on rentre quand même en première année et on fait 3 ans de formation ingénieur. Alors là, c'est une question différente. Est-ce qu'on peut suivre la formation d'ingénieur agronome pour travailler en lien avec la conservation des animaux sauvages? Par exemple, étude du comportement, gestion de population, relation avec leur environnement. Oui, vas-y Mathieu. On a effectivement des anciens diplômés qui sont dans ce type de métier-là. Soyons clairs, c'est une très grande minorité. Si on en a un tous les 5 ans qui part sur ces aspects très faune sauvage, éthologie, voilà. Après, on a un certain nombre de diplômés qui, en revanche, sont dans des structures, soit des cabinets d'expertise écologique, soit dans des structures de gestion de milieux naturels. De façon plus générale. Mais sur ces aspects faune sauvage très spécifiques, voilà, c'est possible, mais c'est quelques cas.
Là, on a des questions, mais peut-être qu'il va falloir repréciser. Est-ce qu'il est possible de suivre la formation d'ingénieur agro pour intégrer une voie d'accès plutôt axée vers les soins vétérinaires? Donc là, il y a plusieurs likes, donc je vais vous laisser répondre là-dessus. Et puis après, il y a une question liée à Parcoursup, mais on n'entre pas en formation d'ingénieur agro via Parcoursup, mais peut-être que j'y reviendrai après. Et peut-être que pour la formation vétérinaire et pour Parcoursup, on pourra peut-être l'aborder tout à l'heure au moment des concours, des voies d'accès. Alors, si ça vous va, Paul, Rib et les personnes qui ont liké, on reviendra sur cette question après. S'il vous plaît, une fois qu'on aura parlé des voies d'accès. Et donc, je reprends la question. Est-ce qu'il y a une moyenne générale ou une moyenne de SP minimum pour avoir le choix de ces voies sur Parcoursup? Mathieu, je te laisse repréciser le lien en Parcoursup par rapport à la formation d'ingénieur qui n'est pas... Enfin, je te laisse... Donc, on en reprendre. reparle tout à l'heure de Parcoursup. Voilà, on y reviendra. Si jamais on oublie d'en parler, mais je pense pas, vous criez, mais on reviendra sur Parcoursup tout à l'heure. Vous pouvez pas crier parce qu'on vous entend pas, mais vous écrivez en Avec plein de commentaire. pouces et plein de Est-ce smileys, qu'il y a d'émoticônes. d'autres questions avant qu'on enchaîne sur plutôt les voies d'accès et Parcoursup? J'ai pas l'impression. Bon, du coup, on peut enchaîner. Je reprendrai le micro après. Alors, on a Alors, encore un petit zoom sur l'apprentissage avant les voies d'accès. c'est ce que j'allais dire. On va terminer sur la partie apprentissage, puisqu'il y avait des questions notamment sur le type de structure. Donc, dans quel type de structure faire un apprentissage? Comme je le précisais tout à l'heure, donc si tu peux faire passer la diapo, Ouais. quel que soit le type de structure, il y a possibilité, on va le voir, hein, de pouvoir signer un contrat d'apprentissage. Ça peut être des entreprises privées, ça peut être des collectivités, c'est des associations, c'est des établissements publics. Donc vraiment, tout type de statut d'entreprise peut prendre un apprenti. Je prends des exemples, entreprises agroalimentaires, les instituts techniques, les chambres d'agriculture, des coopératives, des centres de recherche, des banques, etc. C'est très très large, les secteurs d'activité dans lesquels nos apprentis travaillent. Si on n'est pas si on n'est pas regardant sur le type de structure, en revanche, on va être regardant sur les missions qui vont vous être proposées, parce que c'est là que va se jouer la montée en compétence de l'ingénieur, comme attendu en fin de formation. C'est-à-dire que on va s'assurer que l'entreprise, quelle qu'elle soit, va bien proposer à l'apprenti ingénieur des missions lui permettant d'acquérir les compétences attendues sur les 3 ans. Qu'il y ait une vraie progression sur les 3 années dans ces missions en termes de responsabilité, d'autonomie, de prise en main des sujets, des projets. Ça, c'est ce qui va plus particulièrement nous inquiéter en tout cas, c'est ça qu'on va aller regarder auprès des entreprises, quelles qu'elles soient. On va aussi s'assurer qu'il y a bien un encadrement et bien un accompagnement par un maître d'apprentissage au sein de la structure d'apprentissage pour accompagner l'apprenti sur les 3 ans de sa formation. Ensuite, du coup, en termes de structure d'apprentissage, comme là j'ai essayé de faire un petit zoom sur les types d'entreprises qui prennent nos apprentis, on a une bonne partie des coopératives, nos apprentis sont apprentis dans des coopératives, dans des entreprises privées, 14% dans des établissements publics, un petit peu moins dans les collectivités parce que c'est pas toujours évident de trouver un contrat d'apprentissage de 3 ans dans une collectivité. Les secteurs d'activité dans lesquels sont nos apprentis, c'est 26% des organisations professionnelles agricoles, 21% des entreprises agroalimentaires. On va retrouver des entreprises autour du commerce, de la distribution, de l'agrofourniture, des services, etc. On a aussi de la recherche, des apprentis qui sont apprentis. Je pense à INRAE, par exemple, on a des apprentis INRAE, etc. Et comme vous pouvez le voir au niveau de la répartition géographique, nos apprentis sont apprentis
partout en France. D'où le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur le double logement et les déplacements assez nombreux tout au long de la formation, puisque si les périodes à l'école se font à côté de Clermont-Ferrand, bah, l'entreprise pour beaucoup est assez loin. On peut se retrouver avec des apprentis en Bretagne, dans les Pyrénées, etc. Donc, faut l'avoir en tête. Ça peut être un peu exigeant pour cette partie-là. Un petit zoom ensuite sur l'insertion des apprentis diplômés. Alors, je ne vais pas m'étaler dessus parce que Mathieu en a parlé globalement pour l'insertion des diplômés ingénieurs. On a le même type d'insertion, une très bonne insertion en sortie de formation. Dans des secteurs qui ressemblent forcément un peu aux secteurs dans lesquels ils ont fait leur apprentissage, avec une répartition des emplois qui se fait là aussi un peu partout en France, c'est-à-dire que nos apprentis ingénieurs VET-AgroSup ne trouvent pas forcément un emploi à Clermont-Ferrand, mais repartent bien partout en France. Il y a une particularité sur l'insertion des apprentis de l'école, c'est que pour 72% d'entre eux, il y a eu une proposition d'embauche à l'issue de leur apprentissage par l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur apprentissage. C'est pour dire que effectivement c'est assez facilitant à la sortie de trouver rapidement un emploi, puisque dans l'entreprise dans laquelle ils sont, ils peuvent rester. Je dis pas qu'ils restent tous, mais ils peuvent rester. Voilà pour cette partie insertion. Je pense qu'on enchaîne. Il y a une petite question juste là-dessus. Quelle est la période d'alternance école-entreprise? Est-ce que c'est une semaine, un mois ou autre? Alors, on est plutôt sur des périodes d'alternance assez longues. Ça peut être 4-5 semaines entreprise, 3-4 semaines école. On n'est pas du tout sur des alternances courtes, parce que quand vous voyez que les structures d'apprentissage peuvent être partout en France, on peut pas se permettre de faire revenir les apprentis toutes les semaines à l'école. Donc on est quand même sur des alternances assez longues. Pas d'autres questions pour l'instant. Donc je vous propose qu'on aborde la question des voies d'entrée. Alors les voies d'entrée, VET-AgroSup est une école publique. Et donc les voies d'accès, c'est uniquement par concours et c'est des concours communs à l'ensemble des écoles d'ingénieurs agronomes. Donc ce que je vous montre ici et ce qu'on va vous expliquer là, c'est valable pour toutes les écoles d'ingénieurs agronomes publiques de France. VET-AgroSup, autre particularité, ne propose pas de classe préparatoire intégrée et donc ne recrute qu'à partir d'un niveau minimum Bac+2 ou Bac+3. Ça veut dire qu'on n'est pas du sur Parcoursup, vous verrez apparaître VET-AgroSup pour la formation vétérinaire. Mais pour la formation d'ingénieur agronome, il n'y a aucun positionnement sur Parcoursup, puisque après votre bac, vous devez faire une autre formation, soit une classe préparatoire, soit un BUT, soit un BTS, soit une licence, pour pouvoir rentrer dans notre école. On est bien sur des concours qui sont différenciés entre école d'ingénieur agronome et formation vétérinaire. Donc, vous allez vous positionner soit sur des concours pour les formations vétérinaires, soit sur des concours pour la formation d'ingénieur agronome. Ensuite, le fait qu'on soit VET-AgroSup, mais on y reviendra tout à l'heure, il n'y a pas de passerelle entre les deux formations. Si vous rentrez ingénieur agronome, vous ne poursuivrez pas votre formation pour devenir vétérinaire. Faut pas rêver, ça, c'est pas possible. En revanche, on mutualise, on a une complémentarité entre les deux formations avec des modules communs, avec des enseignants qui passent d'une formation à l'autre. Et donc, vous entendrez parler de santé animale, par exemple, mais plutôt sur des dimensions épidémiologie ou plutôt sur des dimensions rurales, sur des dimensions animaux domestiques, animaux d'élevage, bovins, ovins, etc. Voilà, c'est une complémentarité, mais il n'y a absolument pas un passage d'une formation à l'autre.
Donc, je vous l'ai dit, formation après le bac, vous pouvez choisir une classe prépa, BCPST ou TB pour ceux qui ont fait un bac techno. On a parlé des mentions tout à l'heure, et donc c'est plutôt les classes prépa qui vont vous recruter, et puis après vous allez passer un concours au bout de votre deuxième année de classe préparatoire. Et si vous réussissez le concours, vous allez rentrer à l'école en première année. Si vous faites un BUT, vous avez la possibilité de passer le concours, soit en deuxième année, vous rentrerez en première année par la voie étudiante dans notre formation, soit le concours apprentissage, qui est le concours spécifique qui vous oriente vers le cursus par la voie de l'apprentissage tel que vous l'a présenté Sandrine. Si vous avez un BTS, à l'issue de votre BTS, vous avez là aussi deux concours possibles. Un concours BTSA, BTS, donc avec un certain nombre de BTS possibles. Et puis, donc ce concours BTSA, BTS, il ne vous permet pas de rentrer directement à l'école. Vous allez intégrer une classe post-BTS agro-veto, donc une classe passerelle, mais vous serez garantie d'avoir, à l'issue de cette classe passerelle, une place par la voie étudiante à VetaGroSup. On est aujourd'hui, je crois qu'on aura ouvert au concours là cette année, on va ouvrir 15 places pour ce type de parcours-là. Et puis, la possibilité de vous positionner avec votre BTS sur le concours apprentissage. Et donc là, c'est pareil, vous rentrerez en première année de la formation d'ingénieur agronome de VetaGroSup par la voie de l'apprentissage. Si à l'issue de votre BTS, vous faites le choix de faire une licence pro, vous aurez la possibilité, non pas de passer le concours licence, là il y a une erreur, mais de passer le concours apprentissage avec votre licence pro. Et si vous choisissez une voie universitaire après votre bac, vous faites une EL2, vous pouvez tenter le concours licence, que vous pouvez aussi tenter avec une EL3, et donc vous rentrez en première année d'école d'ingénieur par la voie étudiante. Le seul cas où on rentre finalement en deuxième année, c'est un concours un peu spécifique, qui est le concours master, que vous pouvez passer une fois que vous avez votre M1, ou que vous êtes en train de passer votre M1, et là, vous et donc vous pouvez faire une poursuite d'études en doctorat ou alors faire le choix directement de l'insertion professionnelle. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Sandrine, sur les voies d'accès? J'aurais oublié. Non, juste si tu peux peut-être redire ce que tu viens de dire sur les masters, ça a coupé et on n'a pas du tout entendu ce que tu as dit. Donc, d'accord, je suis désolé pour le flux et le réseau. Donc, le diplôme d'ingénieur vaut grade de master. Et donc, vous pouvez, à l'issue de la formation, poursuivre par un doctorat et donc vous orienter vers une thèse. Et si vous n'êtes pas intéressé par le domaine de la recherche, vous pouvez directement, après votre diplôme d'ingénieur, viser une insertion professionnelle et donc chercher un emploi. Toutes les informations sur les concours, alors on répondra aux questions tout à l'heure, mais comme le temps tourne, j'accélère un peu. Toutes les informations sur les concours, vous allez les retrouver sur un service des concours communs AgroVeto. Vous avez l'adresse qui s'affiche à l'écran. N'y allez pas tout de suite, les informations ne sont pas à jour. Elles sont à jour le 1er décembre 2025 et vous pourrez vous inscrire aux différents concours du 8 décembre au 12 janvier. Toutes les informations sont sur ce site. Et puis, pour poursuivre un peu la réflexion, dans le cadre d'une alliance entre les différentes écoles d'agronomie de France, on organise des conférences par voie d'accès qui présentent un peu plus précisément chacune des voies d'accès. Et donc ça, vous retrouverez ça sur la page d'Agrignum. Donc pour les BTS, c'est trop tard, mais pour BUT licence, c'est encore possible. Ces conférences sont aussi rediffusées ensuite sur la chaîne YouTube. Est-ce qu'on a d'autres questions sur les concours? Il y a des questions. Quelles sont les différences majeures, alors plutôt sur les missions de technicien supérieur et d'ingénieur agronome?
Alors le technicien supérieur, enfin l'ingénieur agronome, il est plus dans la gestion de projet. C'est un poste de cadre, donc il va avoir plus de responsabilités qu'un technicien. Il va être en charge de diriger des équipes, de gérer des budgets, de construire le projet. Il est moins dans l'exécution qu'un technicien supérieur. Et donc on attend de lui une prise de recul plus importante, une capacité d'analyse plus poussée, une capacité à croiser un certain nombre de champs disciplinaires et donc d'être un peu moins spécialisé, un peu plus polyvalent qu'un technicien supérieur. Une question sur la formation. Quelle est la différence entre une formation master et une formation en ingénieur? Alors la formation ingénieur, c'est une formation sur laquelle on va avoir plus de confrontation au monde professionnel, soit par l'alternance, soit par les stages, beaucoup de gestion de projet, une formation plus finalisée, plus appliquée. On l'a vu avec une approche compétence très très développée, beaucoup de travail collectif. Voilà, c'est un peu la différence avec une formation de master. Est-ce qu'il y a des métiers qui sont terrain en lien avec la production animale? Il peut y avoir des métiers de terrain en lien avec la production animale, oui, mais il faut être clair, hein, un ingénieur en tant que cadre aura toujours une phase de bureau et un certain nombre de dossiers à gérer derrière son ordinateur. Il y a une question, alors quelqu'un qui demande de remettre la slide juste avant les questions-réponses. Alors, on va essayer de repasser. Celle-ci? Laurence Aubail, j'espère que je n'écorche pas votre nom. Est-ce que c'est celle-ci? Oui, c'est celle-ci. La personne n'avait pas eu le temps de lire. Donc, si vous avez besoin d'un commentaire, vous redirez, mais on va laisser celle-là en attendant. Combien coûte la formation complète ingénieur agro avec agro? Alors la formation complète ingénieur agro, le tarif est le même, quelle que soit l'école publique, puisque c'est défini par arrêté ministériel, et on est un peu en dessous de 2 000 euros par an pour la formation d'ingénieur agro. Mais c'est la même chose dans toutes les écoles d'agro. Petite précision, juste, Ouais. je me permets, une petite Vas-y. précision pour la partie apprentissage, les frais de formation, les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise. Quand on est apprenti, on ne paye pas sa formation, c'est son entreprise qui la paye. Quelles sont les principales compétences attendues pour un ingénieur agronome? Je crois que j'en ai déjà un peu parlé, et puis c'est majoritairement des compétences de l'ingénieur, des compétences de gestion de projet, des compétences de travail de collectif, des compétences de cadre, de management. Vous reverrez la présentation qui sera remise à disposition. Il y avait quelques diapos au début spécifiques sur ces aspects compétences. Là, je suis désolé, mais le temps tourne et j'ai pas le temps de reprendre dans le détail. Louane, vous êtes peut-être arrivé en cours de route. La présentation globale sera sur YouTube dans quelques jours en replay si vous souhaitez la revoir. Est-ce que les personnes qui avaient des questions tout à l'heure sur Parcoursup ont compris ce qu'il en est et ont encore des questions ou pas? Je ne vois pas. Et il y avait aussi une question, mais on a déjà répondu, sur est-ce qu'il est possible de suivre la formation d'ingénieur agronome pour intégrer une voie d'accès plus axée sur la voie vétérinaire? On a aussi répondu tout à l'heure, mais s'il y a encore des questions, vous pouvez les poser tout de suite. Pendant que vous les écrivez, j'enchaîne sur les Ouais. petits plus de la formation avec AgroSup, de la formation d'ingénieur. C'est bon, tu peux enchaîner, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. D'accord. Sur les questions de transition, de santé globale, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a un certain nombre de modules communs ou d'activités communes entre les formations agro et véto. Une formation soutenue en anglais, on en a déjà parlé, mais on met le paquet là-dessus pour accompagner les apprenants, quels qu'ils soient, pour leur permettre d'obtenir le TOEIC. Et c'est quasiment le cas. On a très peu d'apprenants qui ne sont pas diplômés parce qu'ils n'ont pas eu le TOEIC. Stage et alternance, on en a parlé, hein, mais des liens très forts avec le monde professionnel, c'est aussi une spécificité de la formation d'ingénieur. Individualisation des parcours. Et puis une spécificité très clermontoise, c'est un partenariat avec le sommet de l'élevage où les étudiants sont mobilisés et ils vont travailler sur le sommet de l'élevage. Et donc là, c'est aussi un moyen de connaître le monde de l'élevage, mais aussi d'être embauché par des entreprises et de construire un réseau professionnel dans le cadre
cadre de cette activité-là. Je pense que les associations étudiantes en reparleront tout à l'heure. Une spécificité de Clermont, c'est on propose une section cinétudes pour quelques étudiants, la possibilité, dans le cadre de la formation, de se former au code du documentaire et aux techniques du documentaire, scénarisation, prise de vue, prise de son, post-prod, etc. Et donc une formation qui est conduite avec l'université, avec le service Université Culture de l'Université Clermont-Auvergne. Et donc là, c'est comment on mobilise l'art, on mobilise la création pour développer de manière originale les compétences de l'ingénieur. Et puis, c'est travailler sur la médiation scientifique en s'appropriant un sujet. C'est aussi aujourd'hui la vidéo et un support que on utilise beaucoup. Bah là, c'est avoir une formation et avoir les codes professionnels autour de la vidéo et du documentaire. Ça, c'est une spécificité de Clermont. Autre spécificité de VetaGroSup, je vais passer très rapidement, c'est un échange avec 8 établissements lyonnais qui permet notamment d'avoir des modules partagés, de pouvoir aller suivre un module dans une autre école, de ce qu'on appelle le SHELS, de ce regroupement et de ce partenariat entre écoles, et puis aussi un cours commun, un certain nombre de dispositifs ouverts aux étudiants dans le cadre de Clermont-Ferrand a été pendant plusieurs années dans le top 10 des villes étudiantes dans le classement de l'étudiant. Donc une ville plutôt agréable pour les étudiants, à la fois en termes de coûts et en termes de services. Le campus est vraiment à proximité de la ville et de la nature, avec une spécificité, c'est qu'on a une résidence sur place qui permet d'accueillir quasiment la totalité des apprenants qui souhaitent être logés sur place, avec un self sur place aussi. Des tailles de promotion qui sont plutôt restreintes, réduites, petites, enfin bref, des tailles de promotion qui permettent l'interconnaissance, qui permettent aussi de faciliter les liens avec les enseignants. Un certain nombre d'équipements à disposition des étudiants et notamment des équipements sportifs, avec une salle de musculation par exemple, un dojo, mais aussi des salles de travail accessibles en permanence pour les apprenants. 8 associations, mais ça je ne vais pas rentrer dans le détail puisque normalement vous devez avoir une présentation des associations juste après, de la vie étudiante par les associations, donc je les laisserai faire cette présentation eux-mêmes. Voilà pour les derniers éléments que je voulais vous présenter. On a peut-être encore le temps, Amandine, de prendre une ou deux questions. Est-ce qu'il y a encore des questions? Pour l'instant, aucune, mais si vous avez des questions, c'est le moment, parce qu'ensuite, on va enchaîner sur la présentation des associations étudiantes. Non, je n'ai pas l'impression. Pas de questions. Dans ce cas-là, je vous invite à rejoindre le 3e lien sur la présentation des associations étudiantes. Merci Sandrine, merci Mathieu. On a une journée porte ouverte sur le campus agronomique le samedi 28 février matin, pour ceux qui veulent découvrir le campus, échanger avec les étudiants et les enseignants. La présentation sera disponible en replay sur YouTube, je pense, en fin de semaine prochaine. Et donc, merci à tous. Je vais fermer cette réunion et je vous invite à nous rejoindre de l'autre côté si vous souhaitez continuer avec nous. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Merci à vous, bonne journée.